Dans les années 90, la plupart des pays de la région des Grands Lacs ont connu des guerres civiles graves, le cas du Burundi, du Congo et du Rwanda. Dans ces 3 pays, le viol des femmes a été utilisé comme une arme de guerre. À l'hôpital Tchaï, il y a des victimes qui, quand tu les croises, tu t'arrêtes à distance à cause de la mauvaise odeur qu'ils dégagent. Les rebelles venaient des montagnes jusque dans nos quartiers. En bande, ils violaient une femme. Après cela, ils introduisaient en elle des objets de la boue. Jusque dans les années 2000, il n'existait pas encore de structure d'accompagnement et de soins adaptés aux victimes du viol. Pourtant, dans cette région, les victimes se comptaient déjà par milliers. Plus de 20-25 ans après ces drames, les conséquences sur la santé et la vie affective, familiale et professionnelle des victimes restent profondément marquées par ces horreurs. En réalité, c'est seulement les femmes qui ont été violées qui connaissent le poids de cet acte. D'autres qui le comprennent, ce sont les hommes qui ont vu leur fille se faire violer devant eux. Parfois, c'est la maman qui n'aime pas son enfant, ou l'inverse. Cet enfant sent qu'il n'est pas né comme les autres. Lui expliquer ce qui s'est passé est une tâche ardue. Au sortir de ces guerres civiles, le viol et d'autres formes de violence basées sur le genre ont continué à hanter les communautés, présentant un défi majeur à la reconstruction et au développement économique de la région. À titre d'exemple, en 2013, au Burundi, le centre Seluka de Bujumbura dénombrait en moyenne 1500 cas de violences sexuelles par an. Aujourd'hui, il enregistre environ 1000 victimes par an. Plus de 60% ce sont des mineurs âgés de moins de 18 ans. Mais aussi, on a aussi les moins de 5 ans qui représentent un pourcentage de 20%. À partir des années 2000, les États de la région des Grands Lacs ont commencé à réprimer le viol et à promouvoir timidement les droits de la femme et l'égalité des genres. Les textes constitutionnels du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda consacrent tous le principe d'égalité des hommes et des femmes en termes des droits humains, sociaux, économiques, culturels, civiques et politiques. Même si nous n'avons pas encore atteint le niveau visé, beaucoup de choses ont évolué. Il y a 10 ans, quand on parlait de violence basée sur le genre, beaucoup de gens ne comprenaient rien. Violenter une femme, commettre le viol, la victime ne pouvait pas porter plainte. Ces actes étaient banalisés. Les 3 pays ont aussi ratifié plusieurs outils juridiques au niveau du droit international relatifs aux droits de l'homme, que ce soit dans le domaine politique, social, économique et culturel. En 2011, les organisations de la société civile de la région des Grands Lacs dressent un tableau sombre en ce qui concerne l'ampleur des violences sexuelles et les disparités entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie, publique et privée. L'égalité devant la loi est largement altérée par la pratique des coutumes qui confinent la femme dans une position d'infériorité. La source, ce sont les inégalités liées au genre. De cette supériorité-là, cette primauté de l'homme, du statut de l'homme, si l'un est ici, l'autre est ici, c'est ça là-bas la source des violences basées sur le genre. Le 15 décembre 2011, les chefs des États des pays des Grands Lacs se réunissent à Kampala, en Ouganda,
en session extraordinaire pour débattre du problème des violences sexuelles et basées sur le genre et vont sortir une déclaration historique. Après le plaidoyer des membres du comité directeur du Forum régional des femmes, qui a jugé bon de mener le plaidoyer auprès des chefs d'État pour leur dire, écoutez, face à la recrudescence des violences sexuelles basées sur le genre dues au mouvement des groupes armés, nous voudrions que vous, chefs d'État de la région, vous puissiez prendre à bras le corps cette problématique pour pouvoir l'endiguer. Étant donné que lors de la signature du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs à Nairobi, dans le pacte, il y a ce qu'on appelle le protocole sur la prévention et la répression des violences sexuelles basées sur le genre. Ils ont signé la déclaration de Kampala qui comporte 3 chapitres. Il y a la prévention des violences sexuelles basées sur le genre, il y a la lutte contre l'impunité et l'assistance à apporter aux victimes survivantes des violences sexuelles basées sur le genre. À la suite de cette déclaration, des efforts considérables au niveau politique et législatif, jamais consentis jusque-là, sont déployés pour protéger plus efficacement les femmes de la région des Grands Lacs. Des structures de prise en charge holistique des victimes sont créées dans chaque pays. La situation a changé. Une victime a la possibilité de porter plainte. Je donne l'exemple de One Stop Center. Une victime y reçoit une prise en charge complète jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Il y a eu vraiment de renforcement des capacités au niveau du personnel médical, de la justice, au niveau du secteur de la police. Il y a eu de sensibilisation, il y a eu création des points focaux dans plusieurs ministères qui s'occupent vraiment de la question des violences sexuelles basées sur le genre. Le Burundi et le Rwanda vont promulguer une loi spécifique VSBG comme recommandée par la déclaration de Kampala. Ainsi, plusieurs types de violences basées sur le genre sont réprimés. En cette fin d'année 2021, en République démocratique du Congo, des tractations sont en cours entre la société civile et le législateur afin de réviser la loi sur les violences sexuelles en une loi spécifique VSBG. Le gouvernement a commencé, mais on voudrait que ça avance plus vite. On voudrait avoir, par exemple, cette loi spécifique sur les VSBG. Parce que, voyez-vous, il y a des violences basées sur le genre qui ne sont pas criminalisées. C'est important qu'on ait des institutions de mise en œuvre en province également qui vont coordonner les actions de toutes les organisations de la société civile. Il y a une difficulté pour laquelle nous faisons plaidoyer encore vers les autorités. C'est d'abord d'enlever ou de diminuer très sensiblement les frais de justice, mais aussi de pouvoir punir conformément aux lois les auteurs de violences. Grâce à la déclaration de Kampala, beaucoup d'efforts ont été déployés pour déconstruire les perceptions sociales et idéologiques qui confinent la femme dans une position d'infériorité. Nous avions organisé les campagnes Tolérance Zéro par rapport aux violences sexuelles basées sur le genre dans le cadre de la sensibilisation pour le changement de comportement. Donc, les 3 pays ont organisé leur campagne. Mais la RDC vient seulement d'organiser sa campagne au mois de juillet 2021. Imaginez, depuis 2011 jusqu'à maintenant, mais c'est une bonne chose déjà. Et donc, l'organisation de ces campagnes a permis la mise en place des sessions spéciales et des chambres spéciales pour le cas du Burundi, des tribunaux spéciaux pour le cas du Rwanda, des sessions foraines pour la RDC. Les experts qui ont travaillé sur l'avant-projet de la loi spécifique VSBG du Burundi regrettent le fait que le législateur ait rejeté un certain nombre de propositions pertinentes à leurs yeux.
On avait par exemple proposé qu'il y ait une procédure accélérée, donc un peu calquée sur l'infraction flagrante, pour accélérer les procédures en rapport avec les violences basées sur le genre. L'aspect réparation, ça a été enlevé. Les violences basées sur le genre de nature économique. Là, on touche sur les intérêts matrimoniaux entre conjoints. Là, on touche sur tous les aspects de la succession. Ça, c'est des trucs qui dérangeaient beaucoup et on a enlevé tout ça. Au Congo, dans la province Sud Kivu, les analyses du niveau de satisfaction des bénéficiaires de la prise en charge holistique montrent qu'en dehors des sessions foraines judiciaires, les victimes VSBG peinent à obtenir justice. Nous, aujourd'hui, au RFDP, on est même en train de penser qu'on va carrément supprimer le volet judiciaire, mais on garde seulement le volet juridique. Parce que ça ne sert à rien de dire à une victime que vous allez l'accompagner en justice, elle dépose son dossier, mais après un certain moment, il n'y a rien qui avance. Nous avons produit par exemple le rapport de la fois passée. Quand on voit combien de jugements ont été rendus, à peu près toute une année, il n'y a eu aucun jugement. Parfois, les crimes sont dénoncés, mais les jugements sont, je ne sais pas rendus à notre satisfaction, parce qu'on voit beaucoup de victimes, mais moins de cas jugés pour cet acte-là. Et il n'y aura pas de réparation, d'indemnisation. Tout ça, ça décourage les victimes et ça encourage les auteurs. Au sein des 3 États, la question d'indemnisation des victimes et la prise en charge des enfants issus du viol reste un droit inaccessible pour les victimes, brisées, blessées profondément dans leur chair et handicapées suite au viol. Je demanderai qu'on nous comprenne, qu'on nous écoute, qu'on nous aime, au moins qu'ils aient pitié de nous, qu'ils comprennent que nous sommes des êtres humains et qu'ils aient de la compassion pour nous. Il n'y a jamais eu d'indemnisation. Même s'il est difficile de trouver une compensation capable de réhabiliter la victime pour qu'elle puisse cesser de se sous-estimer. En réalité, aucune indemnisation ne peut nous guérir de VIH/SIDA, mais qu'ils aient une idée de toutes ces souffrances. Je dirais alors, les efforts de nous rendre justice ont été faits à moitié. La déclaration de Kampala parle seulement des femmes, alors qu'il y a ces enfants-là aussi qui sont nés de violences sexuelles. S'il y a une résolution comme le 13-25, le 18-20, il faut qu'il y ait une résolution relativement à la prise en charge des enfants. Et quand il y aura cette résolution, les États aussi vont prendre des stratégies d'action pour aider ces enfants nés du viol, pas seulement nés du viol pendant le génocide, mais aussi nés de violences sexuelles dans les conflits dans d'autres pays, entre autres le Soudan ou autres. Aujourd'hui encore, le nombre de féminicides au Congo fait couler beaucoup de larmes et d'autres formes de violences ciblant les femmes en particulier sont perpétrées suite à des actes de justice populaire. Les victimes sont assassinées suite à des prétendues prophéties prononcées à travers ce qu'ils appellent « chambres de prière ». Pour cette année, on a documenté plus de 335 cas de femmes accusées des sorcières, dont 30 femmes ont été tuées parce qu'elles ont été lapidées, brûlées vives, lynchées. Elles sont mortes par coups de machette ou de fouet. Et donc, c'est vraiment une oppression à l'égard des femmes. Et nous, en tant qu'AFEM, nous avons commencé à mener des actions sur le terrain pour sensibiliser les femmes et les membres de la communauté à ne pas croire à ces fausses croyances et à ces fausses prophéties.
Les organisations de la société civile de la région des Grands Lacs ont œuvré pour le changement de comportement en tirant profit des engagements de la déclaration de Kampala. Elles restent mobilisées. Il faut continuer à faire des sensibilisations, à donner des formations, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a des émissions radio qui passent sur ça, ce n'est pas tout le monde qui possède un poste de radio. Quant à la prise en charge, les moyens sont toujours limités. On ne peut pas dire que toutes les victimes sont prises en charge d'une manière holistique. Ça, vraiment, je ne peux pas l'affirmer, parce que même les intervenants qui sont là, ils ont toujours des moyens limités. Certainement qu'il y a des victimes qui sont laissées pour compte. Et c'est vraiment dommage. La déclaration de Kampala a 10 ans, mais il y a encore beaucoup à faire. Pour moi, la déclaration devait être relancée et faire en sorte qu'il soit revu et réactualisé. Le chemin vers l'éradication des VSBG et la réduction des disparités entre les hommes et les femmes sur tous les plans nécessite encore beaucoup d'attention et un engagement des décideurs politiques et des bailleurs de fonds.